Eh bien, merci beaucoup de vous être inscrit à cet atelier qu'on a le plaisir de pouvoir vous présenter avec l'équipe du Théâtre du Châtelet de Télécom Sud Paris. Donc moi, je suis Gilles Dadussos, je suis le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Virtuose et on va vous parler d'un projet qu'on développe avec le Théâtre du Châtelet et Télécom Sud Paris qui s'appelle Artec et dont l'ambition c'est précisément de pouvoir arriver à déployer non seulement des œuvres, mais aussi à monétiser ces œuvres sur le métaverse. Donc, on est en pile poil sur le sujet de l'atelier. Donc, je vais passer la parole à Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je vais, si vous voulez bien m'avancer, parce que il y a ici des projecteurs qui font qu'on ne vous voit pas, et parler à des gens qu'on ne voit pas, c'est jamais très agréable, ni pour celui qui parle, ni pour ceux qui écoutent. Donc je vais m'avancer un tout petit peu dans la salle pour vous dire deux mots d'abord. Et en fait, il faudrait que je sorte de la salle pour plus avoir les projecteurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer. Et si vous voulez vous avancer d'ailleurs, parce qu'on n'est pas très très nombreux, donc si vous voulez vous avancer, ce sera avec plaisir. On sera un peu plus les uns auprès des autres. Je vous laisse peut-être 2 minutes si vous voulez venir un peu plus proche de nous. Ce sera quand même plus chaleureux pour vous et pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette table ronde. Deux petits mots très rapides peut-être sur le théâtre du Châtelet d'abord, parce que tout le monde ne le connaît pas, sinon de nom. C'est un théâtre qui existe depuis plus de 150 ans maintenant, qui est installé sur la place du Châtelet comme son nom l'indique, qui est le théâtre musical de Paris, financé par la mairie, qui est une des plus grandes salles en fait parisiennes aujourd'hui, avec une très grande tradition de spectacles de tout type dès lors qu'ils intègrent l'univers musical. Donc on passe de l'opéra à l'opérette, de la variété au jazz, de ballet à de grandes séances d'orchestre philharmonique. Ce théâtre, il contient 2000 fauteuils, donc c'est une des très grandes salles parisiennes. Et je le dis en préambule de tout, contrairement à la pensée commune qui consiste à imaginer aujourd'hui que les institutions culturelles sont toutes dans la difficulté, le théâtre de Châtelet, depuis la réouverture de septembre, fait salle comble, salle pleine. Nous sommes à plus de 90% de remplissage, ce qui signifie quand même qu'il y a aujourd'hui des réhabitudes qui se prennent après une période Covid extrêmement douloureuse, et que beaucoup de nos concitoyens ont envie désormais de se retrouver ensemble dans des grandes salles et de revivre évidemment des émotions communes. Notre métier, au-delà de présenter sur la scène des grands spectacles, c'est de faire en sorte de réunir dans la salle des gens qui ne se ressemblent pas, qui viennent de toutes les origines, de tous les horizons, mais qui en même temps, à un moment donné, vont comprendre, alors qu'ils sont différents les uns des autres, qu'ils partagent une émotion commune au moment où ils regardent un grand spectacle. C'est ça le métier de fond des collaborateurs du Théâtre du Châtelet. Je le dis en préambule, parce qu'évidemment, on va parler aujourd'hui de virtuel. Et on pourrait se dire, dans le fond, il y a une espèce d'antagonisme entre vouloir d'un côté réunir des gens dans une grande salle pour qu'ils vivent ensemble pendant 2 heures de temps une émotion collective, et en même temps de se dire que la réalité virtuelle peut apporter quelque chose de plus au spectacle vivant. Nous sommes, nous, avant toute chose, des créateurs de contenu. Nous sommes des producteurs de contenu, de spectacles vivants. C'est ça notre métier également, en plus de réunir tous ces gens qui ne se ressemblent pas. La difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est pas tellement de remplir les salles, c'est de remplir les salles de gens aux couleurs, aux âges, de générations, d'histoires différentes les unes des autres. C'est ça l'une des difficultés que l'on a, et on ne souhaite pas, dans l'avenir, reproduire ce que depuis 30 ou 40 ans les institutions culturelles font, c'est-à-dire offrir des œuvres toujours aux mêmes. La réalité virtuelle, à ce titre-là, elle va permettre à ces œuvres qui sont par essence éphémères, puisqu'elles démarrent un jour et elles s'arrêtent quelques jours plus tard, donc à ces œuvres par définition éphémères, de vivre au-delà de leur diffusion à un instant T sur la grande scène du Châtelet, et puis surtout de franchir les murs pour aller toucher des publics qui sont parfois éloignés des institutions culturelles. Et à ce titre-là, la technologie, que aujourd'hui un certain nombre de représentants ici vont commenter, est une opportunité tout à fait extraordinaire pour un théâtre comme le nôtre. Non seulement d'ouvrir, disons, ces spectacles et cette grande scène à des gens qui ne rentrent pas facilement dans le théâtre, mais aussi, et on est entre nous, et de façon un peu plus prosaïque, de développer des recettes complémentaires qui peuvent permettre évidemment à des institutions culturelles qui en ont le besoin de réalimenter la pompe à développement artistique, donc de fabriquer des spectacles de plus en plus spectaculaires. C'est ça le fond de la réflexion que nous allons aujourd'hui aborder
avec l'ensemble des participants qui sont ici présents. Aurélien, je vais peut-être te passer la parole 2 minutes. Aurélien, qui est le directeur financier du Théâtre du Châtelet, mais qui est surtout en charge de tous ces développements technologiques nouveaux, va nous commenter les quelques axes sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver si nombreux aujourd'hui pour vous présenter en tout cas l'état de nos réflexions au Châtelet. Alors déjà vous dire que Artex c'est un projet parmi d'autres au théâtre. Évidemment on va se concentrer sur celui-ci, parce que c'est celui qui est le plus avancé, le plus financé à date. Frédéric vous a rappelé un peu la stratégie globale. On a un autre projet notamment dont je voudrais vous dire quelques mots. Il s'agit d'un jeu, en fait, d'un jeu vidéo qui s'appelle Maestro, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est disponible sur la plateforme d'Oculus, qui vous permet en fait de diriger un orchestre. Et quand vous dirigez cet orchestre, vous êtes face à un décor qui est le Théâtre du Châtelet, donc qui a été retranscrit en 3D par la société qui développe le produit Maestro, et ce sont des ressources 3D qu'on a réutilisées dans le cadre du projet Artec. Donc ça pour dire qu'il y a un écosystème aujourd'hui qui se crée et qui permet avec des passerelles, en fait, des startups qui travaillent ensemble, en tout cas de produire des contenus à moindre frais. Alors Artec, c'est un projet qu'on a initié avec Virtuose, donc qui est une startup. Gila vous la présentera un peu plus tout à l'heure, et une école. Donc Marius Preda ici, Marius est le représentant, parce que ce projet a 3 dimensions en fait. Une dimension qui sont affichées à l'écran. Il y a une dimension studio, une dimension plateforme et une dimension de recherche. Alors pourquoi ? Parce que la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça signifie pour des contenus au Théâtre du Châtelet? Il faut en fait imaginer déjà un décor, donc en 3D forcément, qui va venir accueillir en tout cas un contenu artistique. Ce contenu artistique, il est au départ vivant. Ce sont des artistes, en tout cas dans notre cas, qui vont s'exprimer, danser principalement. Et à travers un mécanisme de captation, on va capter ces artistes et les transformer, on parle d'avatar en 3D, qui vont ensuite s'animer et suivre les mouvements des artistes. Donc cette technologie de captation, elle nécessite beaucoup de frais. Aujourd'hui, c'est très coûteux de capter. Alors, il y a 2 technologies sur lesquelles peut-être Marius, tu reviendras tout à l'heure, la vidéogrammétrie et la motion capture. Dans le cadre du projet Artec, on a voulu, nous, travailler sur l'accessibilité de cette technologie. On souhaite en fait que les artistes puissent facilement, à moindre coût, en tout cas, accéder à cette technologie et commencer à créer des contenus, produire des contenus, parce que on est persuadé d'une chose, si on est producteur de contenu, la dynamique, l'intention, elle vient de l'artiste, elle vient pas du producteur. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille au Théâtre du Châtelet. Donc il faut absolument, pour que cette technologie se pérennise, trouve du sens à l'avenir, que les artistes s'en emparent. Voilà, c'est très très important. Donc à ce titre, on travaille sur, il va y avoir plusieurs versions de studio. On parle de home studio de captation, c'est-à-dire des structures qui vont coûter entre une dizaine de milliers d'euros peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, pour 10 000 euros, avoir un studio démontable, transportable, qui permettra donc aux artistes, en tout cas, soit de venir dans un site qui se serait équipé avec ce budget qui est relativement limité, soit de l'acquérir eux-mêmes pour créer des contenus. Donc ça, c'est le premier aspect. Voilà, donc vous voyez un exemple de studio. Il s'agit en fait d'un ensemble de caméras. Il y en a une quarantaine qui sont sur des bras articulaires. La structure là n'est pas du tout représentative, parce qu'on est encore en train de travailler sur le design, avoir quelque chose de très léger. On a aussi une réflexion sur le développement durable. C'est que le premier matériau qui est imaginé, c'est l'aluminium, donc on est en train de réfléchir à faire ça peut-être autrement. Donc ça, c'est le premier axe en tout cas du projet. C'est on va lancer la première version en juin. Donc de ce studio de captation, et pour pouvoir commencer à créer des contenus assez courts sous la forme de capsules.
Voilà. Et le premier art, en tout cas, qui va intervenir, c'est la danse. Pourquoi? Parce que c'est le plus, déjà, c'est un des arts qui est le plus accessible par nature. Hein. Bon, ça parle à tous. Vous n'avez pas la barrière du langage. Et enfin, il y a une relation à la musique qui nous intéresse particulièrement parce que nous sommes un théâtre musical. Donc voilà, ça va être le démarrage du projet. Assez vite, une fois qu'on a ces capsules, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir les montrer, en fait, les diffuser au plus grand nombre, et c'est là qu'intervient la plateforme. Donc, je passe la parole à Gilda pour vous présenter la plateforme de diffusion. Merci Aurélien. Donc effectivement, l'enjeu c'est de pas être dans une logique one shot de test, mais vraiment d'être dans une logique de production avec une approche industrielle de ces productions de contenu, avec l'ambition, comme l'a dit Frédéric et comme l'a répété Aurélien, de toucher des nouveaux publics, d'élargir ces audiences-là, et ensuite de faire naître, de faire vivre ces arts dans ces nouveaux mondes virtuels. Je ne vais pas revenir sur les expériences qui se sont passées, que vous avez tous entendu, des concerts qui ont rassemblé des millions de personnes sur des plateformes de jeux. Mais donc, le temps que l'on passe aujourd'hui sur nos écrans, le temps que l'on passe derrière des PC, on doit maintenant aussi pouvoir imaginer le consacrer à d'autres types de médias que ceux qui nous sont proposés actuellement par ces réseaux. Et comme l'a dit Aurélien, la meilleure façon de le faire, c'est de donner les clés aux artistes pour qu'ils puissent appréhender correctement, pétrir la pâte et imaginer des choses qu'après des techniciens pourront améliorer. Et ça, c'est l'enjeu du studio qu'on co-développe avec Marius. C'est précisément d'amener des outils directement dans les mains des artistes, sans pour autant que ces artistes aient besoin d'être experts sur ces sujets. Donc nous, vous avez vu, hein, j'ai pris quand même des belles photos. Hein. Voilà. Ça c'est le monsieur qui est là, c'est lui, on est d'accord. Donc nous, Virtuose, donc nous on existe depuis 8 ans, donc ça, on est un vieux du secteur de la réalité virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a survécu déjà aux différentes modes de la réalité virtuelle, on est expert sur ces sujets, et on est convaincu dès le départ que l'intérêt de cette technologie, c'est que précisément la technologie disparaisse au regard de l'usage de l'utilisateur, et que donc il trouve une expérience vraiment épanouissante dans la lecture de ces contenus. Donc pour y arriver, il faut plutôt s'adresser à des artistes plutôt qu'à des techniciens. Notre modèle économique, il repose sur trois axes. Le premier, c'est la vente de tickets, donc c'est pas encore le cas. On va expérimenter ça avec le Théâtre du Châtelet, mais aussi avec l'IRCAM dès la fin de cette année. C'est la vente de services, donc comment on produit, comment on diffuse, aider des lieux de culture ou des producteurs ou des artistes à produire. Et bientôt, dès qu'on aura les fonds nécessaires, produire par nous-mêmes des contenus. Nous, notre ambition, c'est de générer, de créer, de rassembler une communauté d'utilisateurs payants intéressés par la culture. J'ai mis la e-culture enthousiaste pour faire référence au e-sport. Pour moi, ce sont à peu près les mêmes cibles, en tout cas au départ auxquelles on va s'adresser, et c'est sur des usages un peu dérivés aussi sur lesquels on va raisonner. Aujourd'hui, il y a 600 millions de personnes dans le monde qui passent des heures à assister à des lives sur des sujets de e-sport. Donc je pense qu'on peut raisonner que d'ici 2027, il y en ait aussi des dizaines de millions. La vision qu'on propose d'un point de vue technologique aux acteurs du monde culturel, donc des théâtres, mais aussi des musées, c'est d'élargir le périmètre, la zone d'influence. Donc, il y a les gens qui viennent dans les lieux, et ceux-là viendront toujours dans les lieux. L'idée n'est pas de leur proposer une solution de remplacement, mais il y a des gens qui ne viennent pas pour X raisons, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce que ça les intéresse pas. Eh bien, ces gens-là, on va les contacter et on va essayer de faire en sorte qu'ils viennent virtuellement.
Notre plateforme repose sur 3 grandes technos. La première, c'est, mis à part le côté 3D, c'est le cloud computing. Donc le cloud computing, l'idée, c'est de dire, ce n'est pas à l'utilisateur final de s'équiper, c'est des serveurs qui vont traiter le calcul pour l'utilisateur final. Donc, si l'utilisateur a une bonne connexion Internet, il n'a pas besoin d'avoir un gros matériel pour avoir une superbe expérience. La deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, c'est le travail de Marius, et Marius va mieux en parler. C'est comment, avec de l'IA, on peut améliorer des rendus, voire générer des rendus, sans avoir besoin de les capter très fidèlement dès le départ. Donc là, ça permet, avec des équipements d'entrée de gamme, de faire des rendus très satisfaisants. Et le dernier point, c'est la blockchain. Alors ça sera notre objectif 2024. L'objectif de la blockchain, c'est pas tellement de spéculer sur des NFT, c'est de fidéliser une communauté et de permettre, par l'utilisation d'une blockchain, de faire en sorte que cette communauté, qui sont des utilisateurs payants, puisse participer à la gouvernance de la plateforme. Donc la gouvernance, ça veut dire l'orientation technologique, mais aussi la production d'œuvres. Je vais passer la parole peut-être à Marius pour que tu parles du studio. Ou après ? Ok. Donc aujourd'hui, on a un site web qui est fonctionnel, on a une application qui est fonctionnelle, on est en phase alpha, on va lancer une version bêta là maintenant. Notre objectif, c'est d'être accessible au grand public déjà pour un premier rendez-vous au mois de novembre. Donc sur le site, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'utilisateur ? On achète, on surfe sur les différents types d'expériences qui sont accessibles, on achète un ticket, et ensuite, avec l'application qu'on aura installée sur son équipement, on peut, sans casque, comme là vous le voyez, ou avec un casque, comme on le voit avec la jeune fille, c'est une expérience qui, là, du coup, va nous permettre d'être dans le contenu, dans l'expérience artistique. On agrège du contenu, on fait de la curation de contenu, on les loge dans des lieux virtuels, mais pour autant, on n'est pas propriétaire de ces contenus, et ces contenus peuvent être développés sur n'importe quel type de technologie. Donc, ils peuvent être produits sur Unreal comme sur Unity. On ne demande pas les codes sources. La seule chose qu'on demande, c'est ce que les producteurs qui nous livrent des applications intègrent un SDK, c'est-à-dire des éléments de code pour pouvoir communiquer avec notre plateforme. Ça, c'est très important parce que les métaverses aujourd'hui qu'on voit la plupart du temps, ce sont des métaverses qui impliquent de créer dans le métaverse et donc de fait de céder les codes sources. Là, il y a une indépendance totale aussi sur la façon de distribuer le contenu en lui-même. Aujourd'hui, c'est un monde qui rassemble peu de personnes puisqu'il n'y a que nos développeurs qui naviguent dedans, plus de 3 amis. Et on a un lieu, le Châtelet, on va en avoir un autre, l'IRCAM, on va en avoir un autre, la Villa Arson. Et dans chacun de ces lieux sera logé un catalogue auquel on pourra accéder après avoir acheté ou avoir s'être vu offert un ticket. Donc il y a une partie de ces lieux qui sont publics, donc on n'a pas besoin de ticket, et d'autres qui sont où il faut un ticket pour accéder. Parmi ces lieux publics, il y a, on va le voir, là, je vais faire une petite vidéo. Donc là, c'est la partie publique. Donc c'est une version low poly, on va dire, pour permettre de pouvoir être accessible depuis n'importe quel type d'équipement, sans carte graphique. Donc là, on voit, c'est une partie publique sur laquelle on a fait déjà un premier test d'expérience d'exposition de NFT, en l'occurrence, avec une curation d'artistes femmes qui viennent du monde entier. Donc on peut se déplacer, alors soit en se téléportant, soit en se déplaçant physiquement, aller vers des œuvres, avoir le commentaire, et ensuite, next step, c'est que cliquant sur l'œuvre, ça génère un lien pour acheter l'œuvre sur une marketplace partenaire. Là, ce sont des teasers sur des expériences immersives qui sont déjà hébergées. On a un partenaire avec lequel on partage un stand, Nouvae.
Et avec eux, on peut visiter Rome, telle que Rome était construite en l'an 125 après Jésus-Christ. Et il y a plusieurs. Donc là, le Châtelet, on est dans l'îlot du Châtelet, on va dans sa loge, chaque utilisateur a une loge. Dans sa loge, on peut raisonner sur des éléments de personnalisation. On se retrouve à plusieurs. Tous nos avatars ont cette tête-là parce qu'on veut des avatars qui soient le moins genré et le plus neutre possible pour ne pas altérer l'expérience visuelle artistique. Et voilà. Donc ça nous permet de pouvoir héberger des contenus et de pouvoir les diffuser. Et on a même imaginé, alors ça on l'a pas encore fait, mais ça fait partie des sujets qu'on testera avec le théâtre, du Châtelet notamment. Ce sont des zones d'expérience où on vient donner rendez-vous à des utilisateurs pour qu'ils aient accès à un équipement et avec cet équipement rejoindre une session qui est programmée. Voilà, ça c'est une autre version, mais en version premium avec du service, en reprenant un peu le principe des hospitality. Voilà, ça c'est notre roadmap, on est en bêta, et puis l'année prochaine, on travaille sur la communauté. Notre premier spectacle, c'est au mois de novembre. Marius, ouais, je sais pas. Merci. Oui, ça, je ne vous vois vraiment pas. Mais bon, je sens que vous êtes là. Donc, Marius Preda, Télécom Sud Paris. Télécom Sud Paris, c'est une des écoles de l'Institut Mines Télécom. On a à peu près une quarantaine d'années en tant qu'école. Bon, les mines sont beaucoup plus anciennes que nous. Et dans le projet, on fait aussi le lien entre les vieux Châtelet, plus de 100 ans, et les bébés de 8 ans de Virtuose. Et je pense que je vais jouer ce rôle parce qu'on voit même dans le matériel qu'on vous a présenté, une sorte de besoin de relier ces deux mondes. On parle de monde physique, bon, on connaît tous parce qu'on est né dedans. On l'a expérimenté pendant des décennies pour certains d'entre nous. On connaît ce que c'est le spectacle dans le monde physique, on pense le connaître, on pense pouvoir commencer à le comprendre. Et on voit de temps en temps ces intentions de numériser ça, bien sûr. On les a numérisés assez bien en utilisant la vidéo, l'audio, mais on voit de temps en temps, au moins on parle de temps en temps d'un sort de besoin ou en tout cas de l'intention de faire des numérisations 3D. Pour beaucoup d'entre nous, c'est pas la première fois qu'on entend parler de Metaverse. Ouais. Si vous vous souvenez, en 2007, quand il y avait Second Life, on parlait aussi de Metaverse. Dans les années 2000, avant la boom Internet, on parlait des représentations 3D, des mondes 3D. Peut-être on trouve même le mot Metaverse quelque part. Et on se dit, qu'est-ce qui change maintenant? Est-ce que ça va être yet another test pour voir si ça marche ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Et c'est aussi mon rôle dans le consortium de dire, il y a certaines choses qu'on connaît, parce que je suis dans un laboratoire de recherche, et il y a certaines d'autres choses qui sont encore à être développées. Si vous me demandez mon avis personnel sur cette vague, on va l'appeler la troisième vague, en tout cas Metaverse, je pense pas qu'on est encore là. Je pense qu'on a encore des choses à découvrir et surtout encore des choses à démocratiser pour que la vraie vague Metaverse soit utilisable à grande échelle. On parle à grande échelle. Bien sûr, on a des capacités de faire de la captation 3D, de plus en plus. Et ça, c'est une grande différence par rapport à ce qui est fait il y a 10 ans, où des artistes devraient travailler des heures et des heures pour faire même un simple décor 3D. Aujourd'hui, avec des systèmes, que ce soit des systèmes LiDAR ou des systèmes de photogrammétrie, on arrive à faire une captation de très bonne qualité. Donc, on va vers le réalisme, on va vers on appelle ça le vieux monde, le monde physique, le monde Châtelet. Mais vous avez vu aussi dans les images de Virtuose, on est dans un milieu gaming. C'est pas ça ce qu'on veut de spectacle vivant. On veut avoir la même émotion comme si on était dans le théâtre du Châtelet. Donc la quête du réalisme, c'est quelque chose de très important. Et même si ces technologies sont développées à grande vitesse,
elles ne sont pas aujourd'hui démocratisables, dans le sens, si quelqu'un veut s'équiper, il va falloir avoir un budget qui est relativement important. D'où notre objectif dans Artec, c'est de dire, on s'est capé en niveau d'équipement, on s'est dit, le studio ne doit pas coûter plus de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quelque chose une somme assez modique pour une production. Comment on veut faire ça? Il y avait un certain... c'est moins intéressant ça, c'est beaucoup plus intéressant ce que tu avais mis avant avec le IA. Voilà. Quand on fait une captation d'une personne, ou plusieurs personnes, il y a beaucoup d'a priori dans cette scène. Donc on peut se dire, au lieu d'avoir des caméras qui sont très chères, avec une installation avec beaucoup de lumière, même plus qu'ici, qui coûtent en termes d'équipement physique, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des informations a priori parce qu'on sait ce qu'on cherche et utiliser des caméras qui sont des caméras pas trop chères et avec un environnement qui est relativement facile à mettre en place. Et donc ça, c'est un des objectifs de Artec. On a prouvé que c'est une bonne direction parce qu'il y a déjà des travaux en cours qui donc permettent, en améliorant la qualité de l'image qui est capturée par des caméras à basse définition, à avoir suffisamment de qualité pour avoir une bonne reconstruction. Okay. C'est un des cœurs de recherche, on l'appelle encore, c'est une direction de recherche, mais il y a déjà des preuves que c'est la bonne direction. Et donc c'est là où ça intervient l'intelligence artificielle dans la création. Il y a un deuxième aspect qui est celui de l'utilisation. Combien d'entre nous, vous avez à la maison des casques de réalité virtuelle? Même si je ne vous vois pas. Je vous vois, vous, 2, 3. Voilà, on est très peu. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous ne l'avez pas acheté. Parce que je sais. C'est parce que ce n'est pas tellement excitant. Ok, on l'achète une fois, on voit un truc, et c'est bien sûr, il n'y a pas encore le contenu, mais même la technologie n'est pas encore suffisante pour qu'on préfère à regarder un film en réalité virtuelle qu'à la télé. Oui. C'est juste le moment quand vos enfants vont commencer à, au lieu de faire du TikTok et les autres, bon, TikTok, ça va passer à la trappe, les autres vont préférer les casques de réalité virtuelle, c'est là le signe qu'on a avancé suffisamment en technologie. Okay. Donc ça, c'est le deuxième point technologique où il y a encore du progrès à faire. Technique, technologique, mais peut-être aussi dans les usages. Comme disait, c'est Tim Cook qui disait, je parie rien sur la réalité virtuelle, je parie beaucoup sur la réalité augmentée. Probablement qu'il se trompe rarement, mais il se trompe quand même. Mais on verra si peut-être c'est ça la bonne voie. Les casques de réalité augmentée d'aujourd'hui sont pas bons. Pas bons du tout. C'est pas ça ce qu'on veut, c'est pas des casques à 1,5 kg, c'est des lunettes, comme certains d'entre nous portent, qui vont servir des casques de réalité augmentée, voire peut-être même des casques de réalité virtuelle. Donc c'est dans cette direction qu'il faut chercher. Et pas avoir des choses qui font de nous des Robocop, comme il montre dans sa photo et qui déjà fait peur. Mais c'est bien qu'il le montre, ça c'est la réalité. Et il y a le deuxième aspect, et c'est pour ça que je suis dans une école de télécom, c'est comment faire que ces données passent d'un endroit à l'autre. Bien sûr, on va aller chez Châtelet, on va avoir les casques, quoique il y a beaucoup moins d'intérêt d'avoir les casques quand on est à Châtelet, mais on va être sur place. L'objectif, c'est aussi d'avoir une communauté qui peut être n'importe où. Transporter une représentation 3D réaliste, aujourd'hui, c'est presque impossible. Imaginez-vous, il y a 40 ans, si vous voulez faire de la communication, de la transmission vidéo, parce qu'il y avait des caméras, bien sûr, il y avait nos magnétoscopes VHS, mais on ne pouvait pas transporter facilement, parce qu'il fallait déjà numériser, il fallait compresser. Et donc, nous, on travaille aussi, à Télécom Sud Paris, sur des protocoles de communication pour pouvoir faire du streaming de ce type de contenu qui est assez massif. Donc, je vous ai donné les 3 aspects où il y a encore besoin de la recherche.
Le projet est programmé pour 3 ans. Comme dans le bâtiment, il va être 5. Mais d'ici 5 ans, il y aura beaucoup de progrès, même au niveau de la technologie, pour que le projet puisse livrer ce qu'il a promis. Merci à vous. On ouvre pour les questions. Oui, effectivement, il y a un état de l'art technologique qu'il faut prendre en compte, mais il y a des usages aussi qui se développent, et il y a des usages qui se développent qu'il faut prendre en compte, même si ils sont issus de catégories de population très faiblement représentées ici dans cette salle. Donc il faut aussi prendre en compte que les usages dont on parle, c'est plutôt du 16-35 ans, plus qu'autre chose. Et que déjà dès maintenant, malgré tous ces freins technologiques, il y a des gens qui passent des heures par jour dans des mondes virtuels, derrière des écrans, à jouer. Avec toutes les contraintes actuelles, ils y trouvent un intérêt. Et donc nous, l'enjeu, c'est qu'ils trouvent un intérêt, mais faire autre chose que tuer des gens et trouver des stratégies pour combattre en équipe, mais plutôt pour rentrer dans un univers qui a été imaginé par un artiste. Donc oui, le reproduire à l'identique avec une fluidité totale dès maintenant, ce n'est pas possible, mais il y a des choses très intéressantes esthétiquement à faire déjà dès maintenant, et il y a déjà dès maintenant un public qui utilise ces médias-là pour passer énormément de temps en communauté. Donc ça, il faut quand même le garder en tête, parce que à côté des contraintes techno, les usages, eux, se développent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que peut-être des questions? Voilà, un micro, peut-être, je sais pas. Ne soyez pas timide. On va pas vous demander. Toutes les questions sont bonnes, hein, même si elles sont très désagréables. On va pas vous demander le nom comme le gouvernement. Juste poser la question. On peut faire un 49.3, c'est-à-dire s'il n'y a pas de questions, on se casse. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une question à propos de la partie blockchain, en fait. Pourquoi rentrer dans ce milieu-là et avec qui vous travaillez, ou non, c'est en partenariat avec quelqu'un? Non, aujourd'hui on est en partenariat avec personne, ça reste un objectif à atteindre. La blockchain, parce qu'elle permet de gérer de façon décentralisée et de manière très efficiente une grande communauté. Donc on va mettre en route un projet opérationnel sur le sujet dès qu'on sera dans une logique de constitution de communauté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on le voit plutôt en 2024. Mais son intérêt, c'est de se dire qu'avec cette technologie-là, on va pouvoir faire participer, faire contribuer à la gouvernance et avoir une logique réellement transparente dans tous les projets qui auront été logés dans notre plateforme. Donc c'est plutôt dans cette approche de gouvernance décentralisée que ça nous intéresse, plus que dans une logique business. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai 2 questions. Une à propos de la captation de mouvement. Est-ce que je crois comprendre que c'est par photogrammétrie? Et quel rôle joue l'intelligence artificielle dans la complétion des mouvements? Et une autre question relative au son, parce qu'on parle de retransmission visuelle, mais qu'en est-il de l'univers sonore et de son utilisation dans l'espace? Très bien, je vais utiliser celui-là. Donc sur la captation, en fait, il y a deux manières de faire. Soit on utilise un avatar et on va faire la captation de son mouvement, de mouvement d'une personne qu'on va mapper sur l'avatar et il va bouger. Soit, et ça c'est des systèmes de capture de mouvement relativement classiques, ça existe depuis quelques années, c'est utilisé dans les films, dans les jeux vidéo. Soit la deuxième approche qui vise à capter la surface de la personne, donc de toutes les propriétés de couleur. Et on appelle ça la photogrammétrie.
La photogrammétrie fonctionne par triangularisation. Donc, on a plusieurs caméras, on détecte des points dans chaque caméra et l'objectif, c'est d'avoir les coordonnées dans l'espace 3D de chaque pixel qui se trouve sur la personne. Pour ce faire, on a besoin des images de très bonne qualité dans chaque caméra pour identifier qu'il s'agit vraiment de même point au même pixel. Et ça, c'est la voie classique. On fait aujourd'hui de la photogrammétrie avec des caméras de très bonne qualité installées tout autour d'une personne, voire même des objets. Si on a des images qui sont de moins qualité, les performances de reconstruction sont faibles. D'où l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle pour rendre ces images de faible qualité, pour augmenter leur qualité. On utilise des techniques de supra-résolution ou des techniques qui utilisent le fait qu'on sait qu'on filme des personnes, des vêtements, des corps, ainsi de suite. Il y a une partie intelligence qui est encapsulée dans le système parce que je sais quel type de contenu je dois obtenir. Typiquement, il n'y a pas de bâtiment. Donc, en ayant cette connaissance, je peux avoir sur des images de faible qualité une bonne solution de reconstruction. Et sur le son. Oui. Sur la intelligence artificielle, il y a aussi le sujet de la motion capture sans combinaison, où là il y a déjà des offres qui sont accessibles sur le marché, des entreprises comme Move avec qui on est en partenariat, qui font travailler une intelligence artificielle à base d'images captées par des caméras vidéo classiques, pouvoir recomposer maintenant en temps réel le mouvement d'un squelette. Donc on peut sur ce squelette ajouter un avatar et donc on peut en tout cas à vérifier à l'usage, mais on peut faire se mouvoir en direct un avatar depuis le mouvement d'un danseur ou d'un acteur qui est capté avec cette technologie. Pour le son, donc nous on a aussi avec l'IRCAM une feuille de route sur 3 ans pour intégrer la recherche de l'IRCAM dans notre plateforme et permettre justement à ce que les utilisateurs de ce type de contenu, quand ils se connectent à distance à un lieu ou à un événement, puissent avoir aussi un rendu sonore non seulement spatialisé en bisonique, mais en plus, avec le savoir-faire de l'IRCAM, correspondre à une signature acoustique du lieu. Parce que c'est ce sur quoi ils travaillent depuis de nombreuses années. Et donc là, notre objectif, ça va être de mettre dès le mois de novembre à disposition petit à petit cette technologie-là à nos utilisateurs. Pour que aussi, au-delà de l'approche visuelle, il y ait cette signature identité acoustique qui puisse aussi se retrouver virtuellement. Un petit mot de conclusion, me dit Frédéric. Je te passe le micro. S'il n'y a pas d'autres thèmes que vous souhaitez aborder, je vais juste conclure en tout cas pour la partie, c'est-à-dire que le vieux monde va s'exprimer 2 minutes. Vous avez appris 2 choses aujourd'hui. 1, le Châtelet c'est le vieux monde, et 2, TikTok c'est fini. Alors ça c'est quand même l'info du jour, quoi. TikTok c'est fini. Pour nous, évidemment, oui, on est le vieux monde au sens où on est dans un espace physique, on est dans un espace restreint, où on utilise avec des technologies de plus en plus affûtées, évidemment, tous les moyens qui sont à disposition des grands théâtres, avec des décors de plus en plus extraordinaires, parfois même des décors virtuels, mais on est quand même dans des espaces confinés, contraints. Et on a, malgré tous les efforts déployés autour de la médiation culturelle, par exemple, toujours cette grande difficulté, finalement, à intéresser des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas des gens qui ne fréquentent pas la culture, à nos lieux d'expression. Et partant de ce constat, qui est très déceptif, parce que toutes les institutions culturelles se sont énormément investies dans cette espèce de volonté de transmettre la culture comme un jeu, et pas seulement comme quelque chose de difficile d'accès. Évidemment, les technologies prennent une dimension tout à fait spectaculaire, qui va venir aider à la construction d'une relation nouvelle avec le public.
Nous, on pense que la culture n'a pas à échapper, si j'ose dire, et utiliser cette expression, à cet univers-là. Au contraire, quoi, elle a tout à gagner à se démocratiser, à s'amuser d'elle-même, à permettre à des jeunes qui la fréquentent peu de rentrer dedans de façon, cette fois-ci, presque physique, au travers des casques, par exemple, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Marius. Et puis à jouer avec un environnement qui est le leur, qu'ils se sont appropriés depuis longtemps, mais en leur donnant une dynamique qui est une dynamique de découverte des arts et de la culture. C'est vrai pour le public, c'est vrai pour les artistes. On a aussi beaucoup d'artistes aujourd'hui qui continuent à fonctionner dans des univers contraints. Mettre à disposition de ces artistes demain, comme Aurélien l'a évoqué, un studio de réalité virtuelle au sein même du bâtiment, qui leur permettra, au-delà de leur mise en scène traditionnelle, de réfléchir à des déclinaisons qu'ils n'imaginent pas pour l'instant de réalité virtuelle, de transformer leur œuvre pour la rendre plus accessible à certains qui sont plutôt des gamers que des fans de culture. C'est pour l'ancien monde que nous représentons être pionnier. Et l'ambition d'un théâtre comme celui du Châtelet, qui est l'un des très grands théâtres parisiens, je le répète, c'est d'être pionnier dans la construction de cette nouvelle approche du monde de la culture. C'est indispensable, c'est une raison vitale. On ne peut pas continuer à imaginer simplement vendre du ticket à l'entrée de la salle et à s'en satisfaire avec un public parfois toujours le même. C'est à la fois vital, donc, et c'est vital aussi pour reconstruire un lien social fort au sein de la société. On ne peut pas se contenter d'avoir des gens qui, en banlieue, en très grande banlieue, regardent le théâtre du Châtelet comme si c'était une œuvre morte, et puis, dans le Paris intramuros, d'avoir des gens qui sont prêts à dépenser 50, 60, 70 euros pour venir voir un spectacle. C'est pas comme ça qu'on peut reconstruire un lien social. Or, notre métier, comme je le disais en préambule, c'est cette création de lien social qui est absolument indispensable dans un moment de société fragmentée tel qu'on le connaît encore plus depuis 8 jours. Donc, c'est pas pour la beauté du geste, dirais-je, que nous investissons cette thématique avec Aurélien. C'est pas juste pour faire moderne. C'est parce qu'on est convaincu, à la fois que la culture, elle peut transgresser, elle peut traverser des murs, elle peut aller s'adresser directement à des gens, mais en adoptant leur code, d'un côté, et aussi parce que si on réussit à fédérer autour de nos œuvres, avec nos artistes, une communauté qui aujourd'hui n'est pas consommatrice, nous participerons à notre mesure, bien sûr, modestement, à une union au sein de la société qui nous fait cruellement défaut. Voilà un petit mot de conclusion. Merci de votre écoute, merci d'avoir participé à cela. Je vous dis, pour ceux qui l'ignoraient, que ce soir, au Théâtre du Châtelet, il y a Les Ailes du Désir, qui est un formidable ballet. Alors oui, on a aujourd'hui 100% de nos places vendues, mais il peut rester pour certains d'entre vous qui auraient envie, après le CITEM, de se balader un peu dans Paris, de rejoindre le Châtelet, il doit nous rester quelques places pour venir assister à ce formidable ballet qui est mis en scène par Bruno Boucher. Donc on vous y attend ce soir. Bon après-midi à tous.